À la une de l'actualité ce soir, le Conseil des ministres de ce mercredi tranche dans la désignation des gouverneurs des régions. Ils seront désormais choisis parmi les administrateurs civils. Les motivations de la décision dans ce journal. Et puis le retour en force du Faso d'Anfani fait des heureux. Les tisseuses ne diront pas le contraire. Pas de chiffres disponibles, mais elles affirment tout de même se frotter les mains à suivre dans ce journal. Stopper le désert et vaincre la désertification, l'environnement est possible. Deux initiatives à Djomga et à Ouduga peuvent témoigner de ce rêve. Une de nos équipes est allée constater sur place. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, c'est devenu une tradition pour le président du Faso à chacune de ses sorties internationales de rencontrer les Burkinabés vivant à l'extérieur. Au Tchad et au Congo, où il a séjourné récemment, Rochmar Christian Kaboré a pu échanger à bâton rompu avec les Burkinabés vivant dans ces deux pays. Principale question abordée, l'obtention des pièces d'identité. Godefroy Bazier. En N'Djamena, le président du Faso a rencontré une délégation de ressortissants burkinabés au Tchad. Un nombre réduit à cause de mesures sécuritaires. Qu'à cela ne tienne, les questions de cadre consulaire et d'accès à la double nationalité ont été évoquées au cours des échanges. Nous avons discuté autour des questions concernant la communauté burkinabé vivant au Tchad, notamment les questions liées à l'identité civile, les questions liées à la reconnaissance de la carte consulaire délivrée par l'ambassade, les questions de naturalisation et aussi diverses d'autres questions que nous avons discutées à bâton rompu. Près de 3000 Burkinabés vivent au pays du Toumaï et se retrouvent dans le secteur informel, les affaires, où sont des fonctionnaires internationaux. C'est par milliers aussi qu'on compte nos compatriotes au Congo. Venus des quatre coins du pays, ils ont pu échanger à Oyo avec le chef de l'État qui leur a prodigué conseils et encouragements. Au Congo comme au Tchad, la principale préoccupation réside dans l'obtention de documents de séjour et aussi dans l'accès aux fonciers. Nous souhaitons que les autres États, je prends un exemple comme le Sénégal, comme le Mali, qui ont droit à un visa, il suffit simplement que le Burkina et le Congo signent un accord et en ce moment nous allons passer, au lieu de carte de résident, à un visa de 3 ans, 5 ans, ce qui est plus avantageux pour nous, surtout économiquement. Rochmar Christian Kaboré a promis d'être l'ambassadeur de nos compatriotes auprès des autorités hautes pour qu'ils puissent jouer véritablement leur rôle dans le développement du Burkina. Désormais, les gouverneurs des régions au Burkina Faso seront désignés parmi le corps des administrateurs civils. C'est une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil qui a examiné également la stratégie révisée de mise en délégation de services publics et de gestion de l'aéroport international Ouagadougou-Dossin. Le point complet des dossiers traités avec Aboubakar Sagnon. Pour une meilleure gestion du projet de construction de l'aéroport international Ouagadougou-Dossin, le Conseil des ministres a décidé de la création d'une société mixte. Cette société va s'occuper uniquement de la gérance de l'aéroport international Ouagadougou-Dossin. Nous avons adopté donc par décret une mise en délégation à travers la création d'une société mixte qui va être, dont le capital sera réparti comme suit, 60% à l'opérateur industriel, 25% aux privés nationaux, 10% à l'État et 5% à la SECNA. Il s'agit d'un financement total de 382 milliards de francs CFA. Un décret relatif à l'organisation administrative du territoire et attribution des chefs de circonscription administrative a été adopté. Il prévoit la création d'un cadre de concertation harmonisé pour les programmes de développement des circonscriptions administratives et un changement dans la nomination des gouverneurs. Maintenant, sauf dérogation pour des raisons que le chef d'État ou le Conseil des ministres aurait choisi, il faut savoir que les gouverneurs seront choisis particulièrement et presque principalement dans le corps des administrateurs civils. Donc il s'agit vraiment pour nous d'avoir une administration civile performante. Le gouvernement a donné son quitus pour le financement de projets dans le domaine des transports et de la communication. C'est une ordonnance de ratification d'un accord de financement conclu donc avec l'Association internationale de développement qui vise en fait le financement d'un projet de transport et de développement des infrastructures urbaines d'à peu près 100 milliards de francs CFA. Nous avons également l'autorisation de passation d'un gré à gré avec Eutelsat dans le cadre de la couverture TNT du pays pour rester dans les délais qui nous ont été fixés dans le cadre de ce passage à la TNT là.
2 conventions d'exploitation minière ont été adoptées. La première avec la société Conquera SA pour une durée de 7 ans et la deuxième avec la société Orzone Bomboré pour une durée de 10 ans. Et avant de poursuivre, je reçois le ministre en charge des infrastructures, M. Eric Bougouma. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Kindo. Demain seront lancés les travaux de bitumage de la route Kongoussi-Djibo, un projet pour lequel les populations dans cette partie du Burkina fondent beaucoup d'espoir. Enfin, on peut dire le bout du tunnel. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. C'est vrai que demain, 12 août, nous allons procéder au lancement officiel des travaux de bitumage de la route nationale numéro 22 qui doit relier Kongoussi à Djibo, soit un linéaire total de 96 km. Vous l'avez dit, c'est un projet qui voit le jour pour le grand bonheur des populations de toute la province du Soum et de la région en général. C'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un projet qui a fait l'objet de promesses vaines, de promesses non tenues. Aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernement du président Roch Kaboré, l'engagement qui a été pris de procéder au bitumage de cette route en 2016 va être tenu. Et donc, nous nous réjouissons de pouvoir enfin assouplir le calvaire de ces braves populations. Et combien va coûter ce gigantesque projet pour le gouvernement burkinabé? C'est un projet qui va coûter de façon globale, ça va coûter plus de 20 milliards. Et quand on dit plus de 20 milliards, vous savez que c'est une route qui s'étend sur 96 km, que nous avons sectionné en 2 lots. Le premier lot est de 16 km, il va de Kongoussi à Yargo. Il fait à peu près 4 milliards 500. Et le deuxième lot, qui fait 80 km, fait à peu près 16 milliards 400 millions. Monsieur le ministre, une chose est de construire les infrastructures pour le pays, mais une autre aussi est d'assurer la qualité de ces infrastructures. On l'a vu récemment à Kaya avec certaines infrastructures du 11 décembre qui ont commencé déjà à céder avant même leur réception. Comment vous pouvez expliquer ça? Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement du Premier ministre Paul Kaba s'inscrit dans la rupture. C'est la rupture au niveau des études techniques qui sont effectuées, c'est la rupture au niveau de la conduite des travaux, du choix des entreprises, mais également du contrôle de la qualité de ces travaux. Et de ce point de vue, je peux vous assurer que les dispositions sont prises pour que cette route Kongoussi-Djibo soit exécutée conformément au cahier des prescriptions techniques et que le contrôle, les 2 missions de contrôle qui vont assurer le suivi de cette route sont tenues par une obligation de résultat. Et je peux vous assurer que nous ferons notre devoir pour que cette route soit aux normes. Et pour revenir au cas de Kaya, où une partie de l'aire du défilé s'est dégradée, mais aussi le mur de la place de la Nation, une partie qui a cédé également suite aux fortes pluies en début août. Comment le gouvernement compte régler ça avec les entrepreneurs? Parce qu'on a vu ces entrepreneurs sur le terrain qui tiennent un certain nombre de discours. D'abord, vous savez que le gouvernement, avec le Premier ministre en tête, a effectué déjà une mission d'évaluation sur le terrain. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale en a fait autant. Et dans les jours qui viennent, nous allons retourner sur le terrain pour faire le point global de la situation. Je peux vous dire que nous traversons en ce moment ce que les climatologues appellent une période de pluie exceptionnelle. Il n'y a pas qu'à Kaya que nous rencontrons des difficultés, il y a des routes coupées par-ci, par-là. Même à Ouagadougou, vous avez constaté quand même des dégâts importants. Ceci dit,
Il y a eu également à Kaya des erreurs, certainement au niveau de la conception de certains ouvrages. Il y a eu des manquements probablement au niveau de l'exécution de ces ouvrages. Et tous ces manquements, toutes ces erreurs nous interpellent et nous amènent à être beaucoup plus regardants sur les études, sur la conception des ouvrages, sur l'exécution, sur le contrôle également. Oui, autre point de l'actualité à aborder avec vous, c'est la question des pistes rurales. Vous avez un ambitieux programme de lancer le chantier dans les jours à venir. Parlez-nous un peu de ça. Je peux vous dire que avec l'adoption du Plan national de développement économique et social, nous avons un programme national routier que nous avons commencé à dérouler, et la partie de ce programme qui concerne les pistes rurales a trait à un engagement fort que le président Roch Kaboré a pris auprès des Burkinabés de construire dans les 5 années 5000 km de pistes rurales. Et nous venons d'ailleurs tout à l'heure de terminer avec le dossier d'appel d'offres qui va être transmis dès demain au service compétent du ministère de l'économie et des finances pour qu'à partir de mardi prochain, cet appel d'offres soit rendu public. C'est un appel d'offres qui porte sur 1374 kilomètres de pistes à aménager sur les 13 régions du Burkina Faso, et pour une somme globale, pour un coût global d'à peu près 35 milliards. Donc les crédits disponibles pour cette année ont déjà été inscrits dans le budget. Et donc, comme vous le savez, avec l'adoption de la loi qui nous permet d'aller vite au niveau des procédures de passation des marchés, nous allons donner 15 jours aux entreprises qui sont agréées au niveau du ministère des Infrastructures, soit l'agrément T3 ou T4 ou plus, pour pouvoir soumissionner. Nous allons veiller également à ce que l'égalité de chance soit garantie à tous, et nous avons mis d'ailleurs une disposition qui fait que sur la cinquantaine de lots qui va être lancée, qu'aucune entreprise ne puisse être attributaire de plus de 2 lots. Cela pour assurer l'égalité des chances, mais également pour donner du travail à nos entreprises, pour permettre aux techniciens et aux ingénieurs du département ministériel de faire leurs preuves sur le terrain. Donc, c'est vraiment pour rassurer encore une fois les Burkinabés, pour rassurer les travailleurs du privé comme du public, que ce gouvernement-là tiendra tous ses engagements et que personne ne sera déçu des actions que nous sommes en train de mener en ce moment. Merci à vous, Éric Bougouma. Je rappelle que vous êtes ministre en charge des infrastructures et vous êtes venu nous parler du lancement des travaux de bitumage de la route Kongoussi-Djibo, mais aussi d'autres points de l'actualité. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Autre point de l'actualité, l'université Ouaga 2 est située dans un village à quelques encablures de la capitale burkinabé, Gonsen. Depuis quelques temps, une crise oppose les populations du village à l'université. Des populations qui estiment ne pas avoir été suffisamment associées au projet. Dans un souci d'apaisement, le Premier ministre a rencontré les différentes parties ce matin dans ses locaux. Que se sont-ils dit? On fait le point avec Moumouni Soubega. Créée en 2007, l'université Ouaga 2 fonctionne encore loin de son site situé à Gonsen. L'arrêt des travaux de réalisation des infrastructures depuis 2013 pour raison des réclamations des indemnités de la part des populations locales explique ce blocage. Une situation inacceptable selon le Premier ministre. Près de 12 500 à 13 000 étudiants contenus à errer dans les locaux de la ville, sans bâtiment. Il n'est pas acceptable également que l'État ait investi autant d'argent sur ce site, qui doit être l'un des fleurons de notre enseignement supérieur, dans l'indifférence totale et dans le silence coupable de tout le monde, puisqu'on ne fait rien. Au final, la rencontre décide de la mise en place d'un comité interministériel. Son rôle, trouver un consensus pour achever les infrastructures prévues. Ce que nous avons comme financement permet de réaliser toute une grande faculté, la faculté des sciences et techniques,
et de faire une grande cité supplémentaire. Ça, c'est déjà acquis, alors que, effectivement, le programme présidentiel prévoit d'autres investissements pour lesquels les financements sont recherchés. Ça va être une des grandes universités de notre pays et il est prévu aussi la possibilité d'avoir un technopôle tout à côté de cette université. Recenser les populations concernées, évaluer et négocier les montants de dédommagement, ce sont autant d'actions qui seront menées les jours à venir. Question de rendre le site de l'université Ouagadougou opérationnel pour la rentrée académique 2016-2017. Le président de la CENI a échangé avec le ministre en charge de l'administration territoriale. Ce 10 août, Newton Ahmed Bari et Simon Compaoré ont pu discuter de la reprise des élections municipales dans certaines localités du Burkina, mais aussi de la relecture du code électoral et du vote des Burkinabés de l'extérieur. Oumou Sissé. Le nouveau président de la CENI et son équipe chez le ministre Simon Compaoré. Newton Ahmed Bari est allé présenter son équipe, mais aussi discuter de certaines questions avec son ministre de tutelle. C'est sur la question évidemment de la reprise. Nous voulions avoir un horizon. Il nous a évidemment parlé de ce qui est faisable ou ce qui va se faire. Il y a aussi la question importante évidemment de législatif qui va se faire, c'est-à-dire le toilettage du code électoral qui va se faire. Et puis le gros évidemment point du mandat, qui est le vote des Burkinabés de l'étranger, pour lequel nous avons fait une suggestion qui a rencontré donc l'assentiment du ministre d'État, c'est-à-dire de voir déjà si on peut mettre en place un petit comité de travail qui va réunir les départements clés pour essayer déjà de jeter les bases de la réflexion. Aux différentes préoccupations, le ministre d'État a apporté certains éclaircissements et par la même occasion, montré sa disponibilité à accompagner la nouvelle équipe dans sa mission. Et nous avons montré notre disponibilité à accompagner la CENI dans les domaines qui nous concernent. Et pour dire que c'est à travers cette concertation que nous allons donner encore de la plus-value à ce qui est convenu d'appeler l'excellence au niveau de la CENI. Cette rencontre est une première entre ces deux hommes. Et concernant les points qui n'ont pas trouvé de réponse, notamment la date de reprise des élections municipales, Simon Compaoré promet faire le point à la CENI après délibéré du Conseil. De son côté, le directeur général des impôts échange avec les journalistes sur les nouvelles mesures fiscales qui entrent en vigueur en septembre prochain. Il s'agit pour lui de solliciter la contribution des hommes de médias pour la sensibilisation. Ces mesures concernent les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les taxes sur les véhicules, mais aussi les boissons alcoolisées et les jeux du hasard. On fait le point avec Maxime Zongo. Faire comprendre, sensibiliser, conscientiser les contribuables sur les mesures fiscales issues de la loi des finances rectificative, voilà l'objet de cette conférence de presse. En ligne de mire, la contribution foncière attendue sur les propriétés bâties et non bâties, les taxes sur les véhicules importés, les boissons et les jeux de hasard. Donc, dès le 1er septembre, les déclarations seront disponibles dans nos services. Et sur notre site web, le site web de la DGI et le site web du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les usagers peuvent donc télécharger, l'imprimer, le remplir et venir déposer. La Direction générale des impôts, qui entend privilégier la sensibilisation, n'exclut cependant pas de procéder à la sanction si la nécessité s'imposait. Comme tout système déclaratif, lorsque vous ne respectez pas et le délai de déclaration et le délai de paiement de l'impôt, il y a des sanctions pour dissuader. Sont exonérés de la taxe foncière les immeubles bâtis ou constructions relevant du domaine de l'État, les locaux des missions diplomatiques, les immeubles appartenant aux organismes confessionnels, aux associations, les résidences principales des personnes âgées de plus de 60 ans. Cette conférence de presse est le début d'une vaste campagne de communication à travers le pays.
Dans l'actualité ce soir, le retour en force du port du Faso d'Anfani au Burkina fait le bonheur des tisseuses. Il n'y a pas de chiffres disponibles pour l'instant, mais les acteurs qui travaillent dans la transformation et la valorisation du coton assurent que le travail nourrit bien son homme, que dis-je, sa femme. Zalissa Sanfo et Salifou Belem ont tenté de comprendre pour nous. Fanta Zongo était une vendeuse de condiments. Il y a 6 mois, elle s'est reconvertie en tisseuse de Faso d'Anfani. Un revirement qu'elle justifie par l'espoir que suscite le pain made in Burkina Faso. Et Fanta n'est pas seule dans ce cas. Cela fait 1 an que Pierre Kolani a abandonné son atelier de couturier touche à tout type de tissu pour dédier son art du ciseau uniquement au Faso d'Anfani. Et quand nous lui demandons si l'activité est rentable, sa réponse est sans équivoque. Oui, ça marche. Les clients s'intéressent au Faso d'Anfani. Avec Amadou Salbri, c'est l'histoire d'un pain traditionnel qui se retrouve sur la toile. Et là aussi, le Made in Burkina Faso se vend très bien. À côté du site web que nous avons créé, nous utilisons également les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Twitter pour faire connaître le site. Donc on poste énormément d'informations dans ces réseaux sociaux. Le site est à 25% de sa réalisation et nous allons doucement. Mais même sans avoir fait d'abord une campagne de promotion du site, nous avons déjà quelques soucis quant à répondre aux demandes parce que sur le terrain, les femmes ne suivent pas le rythme. Avec ses promoteurs, difficile d'évoquer des chiffres d'affaires. C'est à croire que c'est un secret professionnel. Mais à les entendre, on peut se faire une idée. Pour la dernière situation récente, c'est que nous avons une ONG internationale qui, à travers le site, a fait notre connaissance et a commandé jusqu'à 3000 pagnes en Faso d'Anfani. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec nous. Nous avons au moins 55 femmes qui travaillent avec nous. Nous travaillons avec beaucoup d'associations sœurs qui sont dans le Faso d'Anfani parce que quand les commandes arrivent, souvent il y en a qui veulent ça dans un laps de temps. Donc nous sommes obligés de travailler avec toutes les femmes. Secteur porteur, secteur d'avenir, oui. Mais il faudra bien songer à sa professionnalisation. Le matériel utilisé est toujours archaïque et les acteurs du domaine peinent toujours à mutualiser leurs efforts. La politique nationale de développement durable expliquée à Kaya dans le San Matenga. Le référentiel adopté en 2013 et pour réussir sa mise en œuvre, le ministère en charge de l'environnement estime qu'il faut mettre tout le monde au même niveau d'information, d'où cette rencontre de Kaya. Les détails avec Yolande Lompo. L'heure est à la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable et de son plan d'action pour la période 2016-2020 en vue de lutter contre la pauvreté au Burkina Faso. Et cela passe par une appropriation de la stratégie nationale de mise en œuvre de cette politique par l'ensemble des acteurs des 13 régions. La politique nationale de développement durable constitue un outil de référence et d'orientation pour les acteurs. Les orientations de la PNDD ainsi que les ODD ont été prises en compte dans le plan national de développement économique et social. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture soutient le projet TCP-BKF 3503. Son plan d'action triennal permettra de coordonner toutes les interventions en matière de développement durable. Nous avons répondu favorablement pour permettre donc la mise en œuvre de ce projet qui a duré au moins 24 mois. Et cet atelier d'aujourd'hui donc coule l'ensemble des activités de ce projet. Cette assistance a un coût de l'ordre d'environ 100 millions de francs CFA. Les participants venus des 3 régions que sont le Sahel, le Nord et le Plateau central ont 24 heures pour échanger sur la portée de la mise en œuvre de ces outils. Vaincre la désertification au Sahel, c'est possible. Et à Djonga et Ourdaga, des villages du Sahel burkinabé, des initiatives témoins sont en cours pour arrêter le désert. Il s'agit de travailler à enrichir le sol, mais aussi à préserver l'environnement. Oumar Zombri.
Le désert n'est pas une fatalité et le village de Djomga en est un véritable témoignage. Autrefois menacés par les dunes qui l'entourent, aujourd'hui les villageois ont réussi à les dompter, à stopper net leur progression grâce au reboisement des espèces telles que les acacias et les euphorbiacées. C'est fort de ce constat que plus que jamais, ils sont motivés pour donner le coup de grâce au désert. Là où on est là, quand on a commencé, c'est les touristes qui viennent dormir ici. Tu ne vois pas même une herbe. Donc on a dit, on peut fixer ça. On dit non, on ne peut pas fixer ça. On a commencé par les tisses de mie, puis on a fait les cordages 5 sur 5. On a passé ça, on est en train de faire les boutiques de forme, ce que vous les voyez là. Donc maintenant on voit en tout cas, tout ce qu'ils ont dit, en tout cas on a vu qu'on peut arrêter le sable là. C'est pour cela que le village est en train de travailler cette travail. L'un des exemples encore édifiants de l'action humaine contre l'avancée du désert se trouve à Urodaka. Dans ce village situé à une dizaine de kilomètres de Seitenga, la volonté humaine, celle de la population locale, appuyée par l'initiative La Grande Muraille Verte, est en train de créer une révolution, celle de la révolution verte. Actuellement, on n'a même plus besoin de trop de sensibilisation pour les reboisements. La population a su qu'ils reboisent pour eux-mêmes. Aujourd'hui, vous allez remarquer sur ce site que le fourrage aérien existe. Il y a aussi la thérapeutie, qu'ils peuvent en profiter ici, les écorces des arbres pour la thérapeutie. Donc aujourd'hui, ils sont au cœur même de leurs activités. C'est eux-mêmes qui reboisent volontairement. La superficie reboisée ici est de 30 hectares. 30 hectares, mais aussi nous avons des terres qu'ils ont fait de labour, les demi-lunes que nous comptons cette année reboiser. Au total, cette année, nous avons pour la campagne, dans la commune, nous avons prévu un reboisement de 10 000 plants, toutes espèces confondues. Utopique au départ, aujourd'hui ce bosquet fait la fierté du village et de la commune de Seitenga. Un bosquet dont la mise en œuvre, supervisée par les techniciens de l'environnement, apparaît comme un symbole fort. Car voici que d'un désert, l'homme en a fait une forêt. Une forêt qui prouve une fois de plus que la victoire sur le désert est encore possible pour peu que l'on y croit. À Gonré, une localité située à quelques encablures de Waiguia dans le nord, la digue du barrage a cédé du fait des fortes pluies du mois d'août et les populations désemparées se retournent vers l'État. Alain Alidou, Sawadgo. Barrage de Gonré, situé dans la sortie nord de la ville de Waiguia. Ici, la digue est en état de dégradation. Des trous par-ci, des cailloux soulevés par là, le tout qui plonge les populations riveraines dans une situation de panique en ces périodes de fortes pluies. Si la digue cède, l'eau va envahir les secteurs 5, 8, 9 et 10 de la ville de Waiguia. Nous devons prendre le problème au sérieux pour éviter d'être en face d'une situation déplorable un jour. L'autorité régionale en charge de l'eau et de l'assainissement est allée constater l'état de la dégradation de la digue et a promis de prendre des mesures urgentes pour éviter les pires. Ces mesures d'urgence sont d'abord de mettre en place le matériau qui a été enlevé par les forces de l'eau et aussi au niveau de la crête. On va essayer de déposer des sacs de sable au-dessus de cette crête-là pour empêcher l'eau de pouvoir submerger la digue et passer de l'autre côté. Construit en 1967, le barrage de Gonré a une capacité de plus de 11 millions de mètres cubes d'eau. Il est la principale source de ravitaillement en eau potable de la ville de Waiguia. À l'étranger, près de 7 millions de Zambiens ont voté ce jeudi pour élire leur président, un scrutin à l'issue incertaine où deux hommes, le sortant Edgar Lungu et son principal opposant Aikande Hichilema, sont favoris après une campagne marquée par plusieurs incidents violents. Les Zambiens votent encore ce jeudi, seulement 18 mois après la dernière présidentielle organisée pour terminer le mandat de Michael Sata décédé en 2014. 9 candidats sont donc en lice dans ce scrutin dont la campagne a été marquée par plusieurs incidents violents. Ce matin, les électeurs ne se précipitent pas vers les urnes, mais déjà le duel de l'année dernière entre le sortant Edgar Lungu et son principal opposant Hakainde Hichilema se dessine. J'adore Hichilema parce que c'est un économiste. Je pense qu'il va nous amener le développement dans ce pays à 17 ans.
Ce que je veux, c'est que les écoles pour les enfants soient moins chères et aussi de la nourriture moins chère et de bonnes routes. Près de 7 millions de votants sont attendus ce jeudi, non seulement pour élire le président, mais aussi les députés, les conseillers municipaux et pour un référendum sur une modification de la Constitution. Les premiers résultats sont attendus entre vendredi et samedi prochain. On referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce jeudi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Sortira pas de la Maca, se questionne l'observateur au sujet de Djibril Bassouli, dont les avocats réclament une liberté provisoire. En tous les cas, c'est demain 12 août, explique le journal, que la Cour de cassation rendra son verdict. Toujours au chapitre judiciaire, l'excision, voici aussi un autre casse-tête qui pourrait donner de sérieux ennuis à des auteurs et complices. En effet, la gendarmerie relate le pays a découvert au quartier Wayalguin de Ouagadougou 3 fillettes âgées de 6 ans à 12 ans, dont une sérieusement blessée, victime d'excision, un vice dégradant et handicapant pour la femme. L'imam de la mosquée du dit quartier chuchote notre confrère, initiateur de cette campagne d'excision et en cavale, est lui activement recherché. L'excieuse venue de Fada s'est éclipsée dans la nature. En revanche, ça ne passe pas pour la mère et l'oncle d'une des excisées, qui eux sont arrêtés. Un autre fléau, et non des moindres, la drogue chez la jeunesse, à la peau dure, avec ses effets détaille le pays, de contagion facile, dépendance psychique, d'indiscipline, d'incivisme, maladie cérébrale, la liste n'est pas exhaustive. Citoyen pour sa part jette son dévolu à sa manchette du jour sur la malnutrition qui sévit drastiquement dans le Sahel avec beaucoup de décès d'enfants. Les causes, rapporte le journal étatique, vont de la pénurie des médicaments aux tabous alimentaires en passant par l'insuffisance alimentaire. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.